Ce matin encore, on a appris qu'au village Mimoulinou, si je prononce convenablement, nous sommes dans le territoire de Kwamouth, 20 personnes ont été tuées par des présumés Mobondo. Nous recevons ici sur ce plateau Monsieur Christian Lengalenga, il est président du patronat de Kwamouth pour parler de ce sujet en long et en large. Bonsoir et bienvenue. Bonjour, bonsoir, monsieur. Déjà, quand vous vous présentez président du patronat de Kwamouth, j'aimerais déjà savoir ce que c'est avant que nous puissions aborder ce sujet. Aujourd'hui, monsieur Lengalenga, c'est le président du patronat de Kwamouth. Je suis administrateur civil de la concession Lengalenga, qui est une société depuis 45 ans, qui exploite la concession Lengalenga avec l'élevage du gros bétail, l'agriculture, la pêche et ainsi que tout ce qui est électricité rurale que nous sommes en train de mettre au sein de la concession ainsi que dans plusieurs villages à Kwamouth et à Ngabé depuis, je dirais, 2 ans. Voilà. Je suppose avec la situation sécuritaire actuelle, les affaires doivent être au point mort en ce moment. Oui, nous avons pu arrêter les travaux depuis plusieurs mois. Alors la situation est vraiment intenable, les gens sont en train de fuir leur logement, les productions agricoles sont en train d'être détruites. Alors aujourd'hui, je crois que la balle est du côté du gouvernement. Nous interpellons même le gouvernement à mieux renforcer le pouvoir des médiateurs qui sont en train de renvoyer sur le terrain, parce qu'il y a une crise qui persiste. Cette crise a eu comme source, je dirais, de dissensions ethniques entre Teke et Aka à travers une mauvaise exploitation forestière et foncière. Alors aujourd'hui, les populations Teke et Aka sont des Congolais, tous Congolais, vivant sur le plateau depuis plusieurs années. Cette cacophonie a pu créer quand même une désolation, je dirais même des crimes de droits de l'homme depuis, je dirais, 2 ans. Et cette situation tarde. Cette situation tarde et aujourd'hui, la vie économique est au point mort, comme vous l'avez dit. Je crois que les gens qui sont sur le marché de Kinshasa constatent un peu l'évolution des prix des denrées alimentaires qui sortent du plateau. Tout ça est dû par l'inexploitation même des terres et des forêts, des plantations agricoles qui sont sur les terrains. J'ai surtout entendu quelque part dans votre propos qu'il faudrait renforcer le pouvoir des médiateurs envoyés sur place, parce que le gouvernement en a envoyé déjà plus d'un. Ouais. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ils ne sont pas entendus, ils ne sont pas respectés, ils n'ont pas la réponse? Alors, le gouvernement nous a même renvoyé de manière personnelle, à titre particulier, une commission ministérielle qui est venue me visiter dans la forêt avec les déplacés. Nous avons reçu 7660 personnes déplacées de Kwamouth au sein de la concession Lengalenga qui se trouve au milieu du fleuve Congo. Alors, ces gens, ils n'avaient ni d'eau potable, ni de quoi manger, ni de quoi pour se soigner, ni pour se vêtir. Et ces gens, les autorités politico-administratives qui sont venues faire le travail, j'avais l'impression qu'ils ne maîtrisaient pas le dossier. Pourquoi je le dis? Parce qu'ils étaient focalisés sur des réunions, alors il fallait réellement comprendre les tenants et les aboutissants de cette crise qui est partie d'une je dirais, augmentation des droits fonciers et forestiers à travers les exploitants qui sont majoritairement, je dirais, des Congolais venus d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas simplement les peuples Yaka, c'est les peuples Luba, les peuples Sakata, la plus grande communauté était les peuples, je dirais, non seulement les Yaka, mais vous avez les Baluba, les Baboma, les Basakata et les Tetela, qui sont des grands commerçants dans la zone. Mais alors, cette situation touche un peu beaucoup des ethnies. Alors, il nous faut aujourd'hui, je crois, avec ma plus humble réflexion, que le gouvernement fasse une table ronde interethnique entre les peuples du Congo. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas comprendre que les peuples qui vivent côte à côte depuis plusieurs années, depuis, je dirais, la création de ce territoire qu'on appelle la République démocratique du Congo, aujourd'hui que les gens se posent en chien de faïence pour la terre, pour la forêt, pour des droits fonciers et forestiers, alors que nous savons tous qu'aujourd'hui, le Congo est un pays à caractère agricole.
Le Congo est un pays à caractère économique et non politique. Donc voilà, aujourd'hui, j'interpelle le président de la République et même le gouvernement de trouver des vrais moyens, d'envoyer des émissaires, je dirais, indépendants, pas les autorités politico-administratives ou militaires qui sont, je dirais, rivés pour des intérêts. Parce que je vous dirais, je peux vous choquer aujourd'hui que ces gens que le gouvernement nous ont envoyés sur le terrain, ils nous ont malmenés, ils nous ont niés. Malmenés, niés, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, vous attendiez quoi d'eux? Vous vivez personnellement là-bas? Je vis personnellement sur le terrain. Alors, ça fait 4 ans depuis mon retour de l'Égypte. Je vis dans la forêt pour un projet d'électrification rurale. Nous avons électrifié 7 villages. Les gens qui me regardent aujourd'hui à Kwamotu, à Lengalenga, sur Kassai, de Biangala jusqu'à Ngabé, savent de quoi je parle. Nous avons pu électrifier plusieurs ménages, sorti les ménages dans l'obscurité. Alors, le villageois actuel a juste besoin des commodités de vie humaine et non des commodités, je dirais, d'une vie animalière. Alors, c'est à l'État maintenant de faire une bonne planification, un bon plan stratégique pour, je dirais, une exploitation, je dirais, une réforme agraire doit être mise sur la table du président de la République. Est-ce que vous affirmez qu'il y a des implications politiques quand même dans ce dossier? Pourquoi je le dis? Oui. Parce qu'il y a encore la semaine passée, on a cru entendre la CENI confiante quant à l'opération d'enrôlement dans cette partie du pays-là. Puis il y a eu des communiqués des communautés, sociétés civiles, que non, on ne pouvait pas enrôler les gens là-bas parce que ce ne sont pas les autochtones, mais bien des assaillants, que ce serait mal vu, ainsi de suite. Et comme par magie, ce soir, il y a encore eu un crime de masse. Est-ce que vous ne voyez pas un tout petit peu l'ombre des politiciens derrière ce dossier? Je vous dirais que cette crise a été créée par des politiciens tapis dans l'ombre. Vous avez quasiment raison. Et ces politiciens qui vivent presque à Kinshasa ou je ne sais pas ailleurs, en train de tirer les ficelles ou de mettre le charbon de bois sur le feu. Vous les connaissez personnellement? Nous ne le connaissons pas, mais nous les attendons par de nom et nous savons que tel et un tel travaille pour tel groupe ethnique, tel travaille pour Est-ce qu'ils ont déjà eu à démentir cela? Monsieur le journaliste, vous avez les démentis sont par moments légitimes, mais les coups bas en politique, vous le savez, ils sont légion. Voilà. Alors, il faut aujourd'hui, pour les communautés vivant à Kwamout, d'abord qu'il y ait d'abord la paix. Nous avons sensibilisé les gens pour aller vers l'enrôlement, mais malheureusement, on ne peut pas enrôler des gens. Aujourd'hui à Kwamout, pour l'instant, Kwamout comptait près de 60 000 habitants. Alors, j'ai pari qu'aujourd'hui à Kwamout, le nombre exact des populations ne sont même plus connus, parce que ces gens ne vivent pas simplement à la cité de Kwamout, mais vivent soit dans des fermes, soit dans la forêt, pour des travaux champêtres et les travaux d'élevage. Donc je crois qu'aujourd'hui, le plus grand travail, c'est d'abord de remettre la paix au sein du plateau de Bateke, ensuite aller vers des élections crédibles et apaisées. Aujourd'hui, point n'est besoin d'aller plus vite que la rumba. Aujourd'hui, je crois que le président de la République doit d'abord intenter cette action de table ronde sur les ethnies vivant sur le plateau, ou soit une table ronde globale de toutes les ethnies du Congo, afin d'avoir une vision globale et claire de notre vécu et du vivre ensemble entre Congolais. Sans ça, il est vraiment très difficile de parler des élections sur le territoire de Kwamout. Enfin, c'est un fait. D'ailleurs, je crois que la CENI a eu à faire marche arrière finalement. Pour le moment, on a un tout petit peu stoppé cette ambition-là. Et avec l'incident, le massacre de cette nuit, oui, c'est encore plus grave. Est-ce que vous avez eu des nouvelles quand même de ce qui s'est passé ce soir? On parle du présumé Mobondo. Est-ce que vous avez été informé davantage sur ce qui s'est réellement passé? Alors, ce présumé Mobondo sont généralement des assaillants. Ce n'est pas une rébellion, je dis, c'est des assaillants qui sont par moments animés par des gens mal intentionnés pour déstabiliser l'État congolais. Alors, les informations qui nous parviennent, c'est
c'est que cette affaire continue un peu d'une manière assez douce et la plus grande partie du plateau est occupée par ces gens du Mobondo. S'il faut faire un rapprochement, Alors, ce sont plus des Koulouna ou une milice Kamoina Sapou? alors, je peux dire, on peut mettre du Koulouna et du Kamoina Sapou mélangé avec une accentuation sur le chômage. Parce que tout ça a été accentué par le chômage. Alors, aujourd'hui, la division ne crée rien. La division, aujourd'hui, au sein de nos ethnies, profite aux ennemis du Congo. Aux ennemis du Congo qui veulent déstabiliser la civilisation congolaise. Alors, c'est à nous, peuple congolais, de prendre conscience. Et c'est au pouvoir public, maintenant, d'intenter de créer une conscience historique pour un vécu et un sentiment de vivre ensemble. Le Congo est un pays, je dirais, un verrou stratégique pour l'Afrique. Et tout dépend de Congolais et non des étrangers. Je crois que les déclarations du pape lors de sa venue à Kinshasa nous ont vraiment réconfortés. Et je crois qu'aujourd'hui, le monde universitaire, le secteur privé, le secteur public, la société civile doit accompagner le chef de l'État. Ça vous a réconforté, mais on a l'impression que ça reste un slogan en même temps. Ça reste des paroles, c'est bon, on a écouté, on va mettre ça sur des panneaux publicitaires, mais après, qu'est-ce qui va se passer? Il l'a dit en février, mais on a encore tué en juillet. Monsieur le journaliste, vous savez, le Congo, pour moi, je le prends pour un continent alternatif pour l'Afrique. Le Congo, en vivant aujourd'hui sur le plateau de Bateke, je comprends beaucoup de choses. Je comprends que le Congo intéresse le monde entier. Le Congo est un actif financier qui intéresse le marché financier mondial pour les 50 prochaines années, des industries aéronautiques, des industries manufacturières, des industries agroalimentaires. Donc je crois aujourd'hui au niveau du Congo, pour amorcer cet élan de l'émergence vers 2030, il nous faut réellement concevoir un plan stratégique de développement et mobiliser les ressources, je dirais, colossal pour prendre en main le destin du peuple congolais. Ce n'est pas le programme de 145 territoires qui va développer ce pays, ou encore moins les élections. Les élections ne développent jamais le pays. Alors, il n'y a aucun pays au monde aujourd'hui qui a été développé à travers les élections. Il nous faut réellement des plans stratégiques d'émergence pour essayer d'atténuer, de réduire non seulement la pauvreté, mais d'apporter une qualité de vie aussi abordable à nos populations. Donc voilà tout ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui, ce n'est pas simplement que nos ménages soient remplis d'aliments ou bien remplis de besoins pécuniaires, mais nous voulons d'abord une paix durable dans la région qui va nous permettre de continuer à travailler tranquillement. Figurez-vous que le territoire de Kwamutu produit chaque année 2 345 000 tonnes de maïs, une production équivalente à certains pays africains. Alors, on ne peut pas négliger le territoire de Kwamutu, tout comme une forêt, c'est à la porte de Kinshasa. Mais là en ce moment, c'est vrai qu'on a dit au point mort, mais je vais quand même savoir comment ça se passe du point de vue économique, avec cette production qu'il y avait à l'époque et aujourd'hui. Vous en êtes où exactement? Alors, aujourd'hui, malgré cette situation de Mobondo, mais les Mobondo permettent aux exploitants d'entrer dans la forêt. Ils collectent des taxes, de récolter leurs produits alimentaires. Ils n'ont rien volé. Hein. Ah. Ils ont laissé aux gens d'aller prendre leur production alimentaire, maïs, manioc, mais avec une condition. Ils sont en train de percevoir des taxes comme le fonds des services de l'État. Alors, je crois qu'il faut réorganiser les choses. Il faut réformer. Donc ils ont pris la place de l'État. Voilà, il faut réformer soit l'administration publique au niveau du territoire. Parce qu'on ne peut pas gouverner ou, je ne sais pas, gérer un territoire plus grand que la ville de Kinshasa, un territoire qui a 154 villages ou 153 villages si je me trompe, avec, je dirais, des moins lettrés à la tête de nos administrations. Moi-même, j'ai été plusieurs fois confronté à ces administrateurs et aux gens qui sont appelés à faire le service de l'État, mais qui sont par moments pas compétents. Donc, c'est à l'État maintenant de prendre en charge et de prendre à bras le corps le destin de tous les Congolais
et de mettre sur la table un plan stratégique de développement, ou soit une réforme agraire, afin de permettre maintenant aux Congolais d'être mieux chez eux. Parce que figurez-vous qu'aujourd'hui, les Congolais de la RDC sont plus à l'aise du côté du Congo-Brazzaville que du côté de la RDC. Bah, c'est relatif en même temps. Et puis voilà, alors c'est un fait. C'est un fait, c'est au gouvernement maintenant de voir quelles sont les pistes de solution pour cette sortie de crise. Mais j'ai l'impression que malgré la crise, j'insiste beaucoup sur la situation économique, que les véhicules continuent quand même de passer sur ce tronçon-là de la nationale numéro 1, que la vie continue. Ils sont cachés en bourse. Comment ça se passe? Des fois, ils font des raids, ils attaquent les véhicules. Ou, en ce moment, je peux quitter, je peux aller tranquillement dans la province du Congo. Je vous ai parlé d'une criminalité, d'une délinquance, je dirais, juvénile. C'est aléatoire, c'est pas une occupation permanente. Non, c'est pas une occupation permanente, c'est aléatoire parce que ces gens sont par moments affamés et ils viennent pour racketter des gens même sur fleuve. Aujourd'hui, les gens qui naviguent sur fleuve naviguent du bord du côté du Congo-Brazza. Moi-même, quand je roule avec mon canot rapide, j'y vais de l'autre côté parce qu'il y a des interceptions sur la rive du Congo-Kinshasa et ces gens sont très dangereux. Alors, ils sont en train de tuer une vie économique à la porte de Kinshasa. Et cette vie économique nourrit la ville de Kinshasa. Sans le plateau de Bateke, la ville de Kinshasa risque de connaître des pénuries de certains produits alimentaires ou soit de hausse de prix sur le marché, ce qui est constaté aujourd'hui. C'est à peine une semaine que je suis à Kinshasa, mais je constate que la structure de prix sur le marché est en train d'asphyxier les ménages. Donc voilà, les vrais problèmes sont au niveau économique et non au niveau politique. Et on va peut-être terminer avec la situation des déplacés. Oui. J'aimerais, vous avez évoqué tout à l'heure des vêtements qu'il n'y a pas, de la nourriture qu'il n'y a pas. Ça, c'était pour le camp Lenga-Lenga seulement. Oui. Mais la situation générale des déplacés de ce phénomène, où en sommes-nous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, au sein de ma concession Lenga-Lenga, sur les nombres de déplacés que je vous ai cités tout à l'heure, nous avons aidé le gouvernement à faire retourner toutes ces personnes au niveau de la cité de Kwamouth. Il nous reste une quarantaine de familles qui sont restées sur place et qui ont préféré faire leurs activités à Lenga-Lenga. D'autres ont même sont devenus mes employés. Alors, la situation globale, elle est vraiment, je dirais, en berne. Alors, ces déplacés manquent de tout. Lorsque vous allez du côté du Bandung, il y a eu beaucoup d'épidémies avec ces déplacés qui ont été mal entretenus. Et chez nous, nous avons quasiment le peu de déplacés qui sont là, ils vivent difficilement. Et l'ensemble des déplacés qui sont aujourd'hui, les déplacés de Kwamouth se trouvent de l'autre côté du rive du Congo-Brazza vers le territoire de Ngabé. Et ces gens ne veulent plus rentrer. De l'autre côté, ils sont à l'aise. On les a donné lits, draps, marmites, savons et autres, et même 50 000 francs CFA pour subvenir aux besoins de ménage pour 60 jours. Donc, c'est déjà des choses que nous, à notre niveau, le gouvernement n'a pas su ou n'a pas pu, je dirais, supporter toute cette charge-là pour les citoyens congolais que nous sommes. Alors, les citoyens congolais sont vraiment dans l'amertume, dans le village, et ils ont l'impression comme s'ils sont abandonnés. Monsieur Christian Lenga-Lenga, merci. Merci. En tout cas pour toutes ces informations, pour le tour d'horizon que vous nous avez fait. On reste des cœurs. En tout cas, nous ne pouvons que faire cela, parler, dénoncer. On n'a pas les armes ou encore les moyens financiers pour subvenir aux besoins des victimes de ces atrocités. Mais en tout cas, on dénonce. Télé 50 fait sa part. Et merci beaucoup à monsieur Christian Lenga-Lenga d'être passé pour parler de cela. Je rappelle que vous êtes président du patronat de Kwamouth. On va passer à notre deuxième dossier de ce soir et c'est tout de suite.